Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La question linguistique a repris une grande place dans notre vie publique depuis plus d'un an, comme on a pu le voir récemment avec les travaux de la commission parlementaire entourant le projet de loi 96. Et si une personne a joué un grand rôle dans cette renaissance de la question linguistique, c'est Frédéric Lacroix, avec son livre « Pourquoi la loi 101 est un échec », paru aux éditions Boréal. Il publie ces jours-ci un nouvel ouvrage et c'est un plaisir de le recevoir pour en parler aux Idées mènent le monde. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu des travaux en commission parlementaire. On a vu beaucoup de gens se prononcer sur la situation linguistique, faire des propositions, des amendements au projet gouvernemental. Quelle réflexion vous inspire ces travaux en commission parlementaire? Est-ce que la réflexion était à la hauteur de la situation? Je dirais que j'ai été agréablement surpris par le nombre d'intervenants qui sont venus dire à la commission qu'il fallait imposer la loi 101 au cégep. Ça, c'est inattendu. Si on se reporte il y a 10 ans, ça aurait été extrêmement improbable. Là, j'ai pas en tête tous les noms, mais par exemple, Guy Rocher est venu dire ça. Il a dit que le mécanisme de contingentement des places au collégial que propose le projet de loi 96 est une idée bancale et tordue. Donc, Guy Rocher a dit ça, ce qui m'a beaucoup surpris. Il a aussi dit qu'il fallait imposer la loi 101 non seulement au cégep, mais jusqu'au baccalauréat, ce qui m'a aussi surpris. Donc, il y a un grand nombre d'intervenants qui sont venus et qui ont dit, qui ont fait des propositions extrêmement costaudes. Donc, je suis surpris et encouragé par ça. Mais bon, j'ai pas je pense pas que ça va se rendre jusqu'au projet de loi dans sa forme actuelle. On verra. D'accord. Je vous reprends, cela dit, sur cette question, c'est-à-dire, autrement dit, les experts, les analystes, les intellectuels, les démographes, les sociologues qui sont mêlés du débat, autrement dit, ne se contentent plus d'un diagnostic de surface comme on l'a connu trop souvent ces dernières années. Ils en viennent à nommer l'ensemble appelons ça, du dispositif institutionnel qui favorise l'anglicisation au Québec? Oui, c'est ça. Donc, je pense que le diagnostic qui est fait par les intervenants est adéquat et plus exact que celui qui est fait, à mon avis, par le gouvernement. Donc, on se rappelle que pour le projet de loi 96, il n'y a aucun livre blanc qui a été déposé préalablement. Comme pour la loi 101, par exemple, Camille Lorrain avait déposé un livre blanc qui expliquait où est-ce qu'il s'en allait. Il expliquait c'était quoi le diagnostic que le gouvernement faisait de la situation linguistique au Québec à l'époque, en 1977. Puis, il expliquait, le projet de loi qui s'en vient, qu'est-ce qu'il va tenter de faire pour corriger ça. Donc, avec le projet de loi 96, on n'a pas ça. On n'a pas eu de diagnostic, donc on ne sait pas quel portrait de la situation le gouvernement du Québec fait. À mon avis, ça, c'est une lacune majeure. Donc, on ne peut pas juger des moyens que le projet de loi utilise pour atteindre ces objectifs-là, vu qu'on ne connaît pas les objectifs. Donc, le diagnostic, à mon avis, est plus venu des intervenants en commission parlementaire que du gouvernement lui-même, ce qui me semble ce qui me semble regrettable, à vrai dire. Hein? Alors, une question supplémentaire sur le diagnostic avant d'en venir au projet gouvernemental lui-même. On parle beaucoup de renforcement donc de la loi pour être capable de favoriser la francisation. Mais, et vous devinez probablement ma question, est-ce qu'un renforcement de la loi qui ne s'accouplerait pas avec une baisse très significative des seuils d'immigration, est-ce que c'est pas finalement un coup d'épée dans l'eau? C'est-à-dire, finalement, on multiplie les corrections juridiques, on décide de renforcer tel ou tel dispositif, mais en dernière instance, la puissance des flux migratoires fait en sorte que la loi est à peu près impuissante pour franciser et québéciser les nouveaux arrivants. Oui, c'est ça. Si on regarde le projet de loi, donc il y a plus de 200 articles dans ce projet-là, puis on constate que les juristes se sont fait plaisir. Donc, c'est un projet
projet de loi qui a été pensé par et pour des juristes. Donc, moi, je suis pas juriste, là, donc j'ai pas un regard de juriste sur le projet de loi, mais ce qui est évident, c'est qu'ils n'ont pas consulté de démographes, de sociolinguistes ou de sociologues vraiment pour mettre sur pied le projet de loi. Donc, le projet de loi passe complètement, à mon avis, à côté de la question démographique qui, on le sait avec l'expérience qu'on a avec la loi 101, on sait que ce qui a fait bouger les substitutions linguistiques des allophones vers le français, là, qui est une variable très importante, c'est la sélection d'immigration. Donc, on sait ça. Puis, le projet de loi 96 ne fait rien pour ça. Puis, à mon avis, il y a deux choses que le projet de loi 96 devrait faire pour vraiment faire bouger les aiguilles, là. C'est de corriger le surfinancement des institutions anglophones au Québec. Donc, de tenter de faire ça, d'aller faire ça progressivement. Et de vraiment se pencher sérieusement sur la question de l'immigration. La réduction des seuils, c'est un volet important, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la sélection de l'immigration. Puis là, quand on parle d'immigration au Québec, on parle toujours seulement à peu près d'immigration permanente, donc des immigrants permanents, mais on parle jamais d'immigration temporaire. Puis là, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que l'immigration temporaire, c'est vraiment devenu le facteur majeur dans l'utilisation au Québec et à Montréal. Alors, dernière question avant d'arriver à votre ouvrage. Ce projet de loi est généralement considéré insuffisant. La plupart considèrent qu'il ne ralentira pas et il inversera encore moins la dynamique d'anglicisation. Est-ce que vous lui reconnaissez néanmoins certains mérites? Est-ce que certaines mesures vous semblent non seulement nécessaires, mais probablement efficaces? Ou est-ce qu'en dernière instance, on n'y trouve pas les instruments nécessaires pour amorcer ce renversement de tendance? Il est clair que le projet de loi 96 ne va nullement inverser le déclin du français. Ça, c'est clair. Ce qu'il va peut-être réussir à faire, c'est ralentir l'accélération du déclin du français. Là. Il y a une nuance ici. Donc, le déclin du français va se poursuivre avec ce projet de loi-là. Comme j'ai dit en commission parlementaire, ça pourrait être un excellent projet de loi si c'était le premier d'une série. Donc, si c'était le premier projet de loi d'une série d'actions favorables aux Français, à ce moment-là, peut-être que plus tard, il va être salué comme quelque chose comme un projet de loi important. Mais si c'est si c'est le seul projet de loi, donc si c'est tout ce que le gouvernement Legault a à offrir sur la question, il va pas passer à l'histoire du tout, là. Ça va passer à l'histoire comme vraiment un coup d'épée dans l'eau, puis une occasion ratée, puis peut-être la dernière occasion. Comme j'ai dit, en commission parlementaire, le projet de loi 96, dans sa forme actuelle, ce qu'il risque de faire, à mon avis, c'est de rendre confortable le chemin de la minorisation dans lequel les francophones du Québec sont engagés maintenant. Donc, c'est-à-dire que le projet de loi va peut-être nous garantir des services en français. Puis, pendant ce temps-là, on va continuer notre déclin dans un confort relatif. Autrement dit, ça permet d'attendrir une espèce de déclin, mais ça ne le renverse pas. C'est ça. On en arrive à votre ouvrage, Un libre choix, point d'interrogation, Cégep anglais et étudiants internationaux, détournement, anglicisation et fraude, qui paraît au Mouvement Québec français. Vous ramenez cette question centrale des cégeps français. C'est une proposition qui traîne dans le débat public depuis plus d'une vingtaine d'années, dont on a beaucoup parlé depuis à peu près un an et demi, qui a rassemblé des figures inattendues, qui n'était pas familière, qui n'était pas au cœur de ce débat. Je pense à Carl Vallée, je pense à Emmanuel Latraverse, on peut penser à Guy Rocher que vous avez évoqué. Donc, une coalition qui s'est mobilisée pour le cégep français. L'envers du cégep français, c'est le cégep du libre choix, c'est-à-dire c'est le Bill 63 appliqué au cégep, appelons ça comme ça. Si je vous posais simplement la question, en quoi le libre choix
aujourd'hui au cégep vient-il fondamentalement anéantir ou limiter ou déstructurer une dynamique favorable à la francisation? Comment me répondriez-vous? Ben, je répondrais que le libre choix, si on analyse ce qu'est le libre choix, en fait, on se rend compte que c'est le bilinguisme concurrentiel, c'est-à-dire qu'on met sur un pied d'égalité au postsecondaire l'anglais et le français, puis on offre l'accès à ces deux langues sans contrainte particulière. Cette idée-là, en fait, elle nous vient directement de Pierre Elliott Trudeau. Donc, c'est la même idée qui est à la base de la loi sur les langues officielles fédérales, le bilinguisme concurrentiel, le principe de personnalité, c'est-à-dire le choix, on peut choisir sa langue. Donc, la racine du libre choix, c'est la pensée de Pierre Elliott Trudeau et la pensée qui fonde la loi sur les langues officielles fédérales. Donc, moi c'est comme ça que je le vois. Donc, le libre choix est en rupture complète avec la prétention de faire du français la langue officielle au Québec et avec l'approche territoriale que la loi 101, la Charte de la langue française, voulait favoriser. Donc, c'est-à-dire qu'on applique une approche territoriale pour le primaire et le secondaire, et après ça, ça prend le bord, puis on applique en fait la loi sur les langues officielles fédérales. Alors, on entend souvent un argument chez les partisans du libre choix au niveau collégial. On nous dit, oui, mais les adolescents rendus à l'âge adulte devraient avoir le choix de leur langue d'enseignement. Autrement dit, à partir de 18 ans, ils devraient se sentir déliés des contraintes linguistiques propres au système scolaire, au primaire et au secondaire. Que répondez-vous à cette phrase souvent entendue? Oui, il y a plusieurs volets, il y a plusieurs réponses possibles à une telle affirmation. La première réponse, c'est bien sûr que les États ont parfaitement le droit de normer les langues d'enseignement au primaire, secondaire et au post-secondaire. Donc, le libre choix, c'est quelque chose qui n'existe nulle part au monde. Et à cet égard, le Québec est dans une position, à mon avis, anormale parce que le Québec offre ça sans que le droit ou quoi que ce soit ne l'y oblige. Et non seulement ça, mais il offre une surcomplétude institutionnelle au collégial et à l'université, c'est-à-dire que les institutions de langue anglaise sont généralement plus grosses et mieux financées. Deuxièmement, le libre choix, ça s'applique théoriquement dans un monde où l'anglais et le français seraient à égalité. Ce qui est faux. Donc, au Canada, le groupe de langue française est minoritaire. Puis le groupe de langue française est dominé d'un point de vue démographique et d'un point de vue économique. Donc, on prétend que le libre choix s'applique dans un contexte égalitaire, alors que le contexte n'est pas du tout égalitaire au Canada. Donc, le libre choix, pour moi, est une fiction vraiment pernicieuse et vicieuse dont il faut se séparer à tout prix. Alors, je vous poserai la question, sachant, pour plonger dans votre ouvrage, qui fréquente aujourd'hui le cégep français et qui fréquente le cégep anglais? La composition démographique de ces institutions. Oui, donc ça c'est quelque chose que j'ai développé au long. C'est le lien entre l'immigration et la fréquentation de chaque réseau. Donc, ça, c'est quelque chose de fascinant parce que on prétend justement qu'il y a un libre choix puis que les gens font le choix libéré de toute contrainte reliée à la culture ou à la langue maternelle, ce qui est faux. Et quand on fait l'analyse, on se rend compte que il y a une séparation très, très nette. Par exemple, si on parle des allophones, entre les différents groupes d'allophones qui fréquentent le cégep français ou le cégep anglais. Puis quand on fait l'analyse, on se rend compte que les seuls allophones à fréquenter le cégep français, ce sont les allophones francotropes, c'est-à-dire les allophones qui proviennent des ex-colonies françaises ou des pays latins en majorité. Donc, ce sont ces gens-là, presque exclusivement, là, le chiffre, c'est 94%. Si on regarde l'effectif des allophones dans les cégeps français, 94% des effectifs allophones sont des allophones francotropes. Puis quand on regarde les autres allophones, donc ceux qui ne sont pas originaires des ex-colonies françaises ou de pays latins, ils sont presque tous, sans exception, au cégep anglais. Donc on se rend compte que
en fait, il y a une ségrégation extrêmement forte entre dans la provenance des groupes allophones inscrits dans les différents réseaux. Donc, il y a des choses fondamentales qui se passent de ce point de vue-là. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les clauses scolaires de la charte de la loi 101, en fait, cessent d'avoir le moindre effet pratique à la fin du secondaire 5. C'est-à-dire qu'à la fin du secondaire 5, les allophones anglotropes, même scolarisés en français, font massivement le choix du cégep anglais. Donc, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, ce que la charte a fait, c'est qu'elle a déplacé l'anglicisation des allophones du primaire au secondaire vers le collégial et l'université. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que les allophones anglotropes se font assimiler par la communauté anglophone à partir du cégep. Donc, ils maîtrisent le français comme langue seconde, c'est ce qui est probablement bien, mais ils s'intègrent massivement à la communauté de langue anglaise, puisque c'est ce que le gouvernement du Québec lui-même qui finance tout ça et qui autorise tout ça. Alors, ce que vous dites est très important. En gros, ce que j'en comprends, vous me direz si je comprends mal, c'est que tant qu'on oblige les allophones, donc en gros les populations issues de l'immigration, à fréquenter les institutions francophones, elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Dès qu'elles ont la possibilité de s'y arracher pour se socialiser dans les institutions anglophones, elles y vont. Autrement dit, si la loi au Québec peut contraindre, les mœurs ou la culture d'aucune manière ne parviennent à retenir dans le circuit de socialisation francophone les populations issues de l'immigration, ce qu'on appelle les allophones. Est-ce que je vous comprends bien? C'est tout à fait ça. Donc, ce sont les allophones anglotropes là, qui vont au cégep anglais surtout. Donc, dans le fond, ce que la loi fait, c'est qu'elle ne contraint pas suffisamment, à mon avis, parce que la loi cesse de s'appliquer en secondaire 5. Si, bien sûr, on étendait ça vers le haut, à ce moment-là, le milieu, l'impact francisant du séjour à Montréal ou au Québec serait beaucoup plus important. Mais là, la loi est trop faible. Ce qu'on fait, c'est beaucoup trop timide pour convaincre une majorité d'allophones de verser du côté français. Puis, on nous rabat souvent les oreilles avec le fait que les allophones feraient de plus en plus le choix du cégep français. Donc, si vous allez dans les rapports de l'OQLF, c'est indiqué, en 2015, 58% des allophones étaient attirés, c'est même le vocabulaire utilisé, étaient attirés par le cégep français. Mais dans mon livre, ce que j'analyse, c'est les raisons de cette attirance. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est la sélection de l'immigration. Donc, à partir des années 70, le Québec est allé sélectionner massivement des immigrants allophones francotropes. Puis, dans le bassin d'étudiants d'âge collégial, le nombre d'allophones francotropes a vraiment augmenté massivement. C'est ça qui a dirigé plus d'allophones vers les cégeps français et rien d'autre. Donc, c'est vraiment la sélection de l'immigration qui est la clé qui a permis finalement de masquer la faiblesse des clauses scolaires de la loi 101, je pourrais le dire comme ça. Mais ce que vous dites est fondamental, c'est-à-dire, permettez-moi d'y revenir parce que ça me semble très important. Autrement dit, la culture québécoise elle-même, les mécanismes sociologiques, appelons ça comme on veut, ne s'appliquent finalement qu'aux francophones et à ceux qui s'y assimilent spontanément, mais sinon, ils n'ont aucun rapport de force, à tout le moins sur l'île de Montréal. Oui, tout à fait. Donc, les mécanismes de socialisation de langue française, en fait, s'appliquent aux francophones, langue maternelle, et surtout à ceux qui ont été déjà francisés à l'étranger, donc en France, au Maghreb, etc. Puis, pour le reste, les autres versent dans la communauté anglophone. C'est comme ça que ça se passe. Alors, question supplémentaire sur la question des étudiants internationaux dont vous nous parlez. Dans quelle mesure les étudiants internationaux aujourd'hui participent à cette dynamique d'anglicisation dans les grandes régions de Montréal? On se rappelle que durant l'année 2020, il y a eu une série de reportages dans les médias sur les collèges privés. Donc, les étudiants... À Gaspé, à Matane ou ainsi de suite, là? Oui, c'est ça. Donc, on a appris, c'était un peu surprenant, qu'il y avait en 2020 13 000 étudiants indiens, donc originaires de l'Inde, qui étudiaient dans des collèges privés anglophones à Montréal. Donc, ils faisaient des AEC, donc des formations courtes en anglais à Montréal. 13 000.
Donc, en quelques années, on est passé de moins de 2000. En 4 ans, on est passé de 2000 à 13 000, ce qui est vraiment phénoménal. Quand on regarde l'ensemble du dossier, on se rend compte qu'il y a une explosion du nombre d'étudiants internationaux au Québec, de 1. Donc, c'est vraiment une exponentielle. Si vous regardez dans mon livre le nombre d'étudiants internationaux qui sont inscrits dans les institutions québécoises, ça a la forme d'une courbe exponentielle, ce qui est vraiment incroyable. Puis de 2, cette exponentielle-là est centrée sur les institutions qui enseignent en anglais, donc les universités et les collèges. Puis l'explosion dans les collèges privés non subventionnés est ahurissante. Là. On est passé de quelques centaines à des dizaines de milliers en quelques années. Donc, il y a vraiment, à mon avis, ce qui ressemble à une perte de contrôle des inscriptions dans le système collégial universitaire anglophone. Puis le gouvernement du Québec n'a pas l'air de réaliser l'ampleur de ce qui est en train de se passer à Montréal. Donc, bien sûr, là, on est rendu, en 2019, on était rendu à 75 000 étudiants internationaux inscrits au collégial à l'université au Québec. Puis la très grande majorité d'entre eux sont à Montréal et la très grande majorité d'entre eux sont inscrits dans les institutions anglophones. Donc, l'impact anglicisant de cette masse est majeur. Là, on se rappelle, le Journal de Montréal avait fait une enquête au centre-ville de Montréal en 2020, je crois. Puis il s'était rendu compte que dans la moitié des commerces au centre-ville de Montréal, il y avait même plus de bonjour hi, c'était le hi tout court. Puis donc, faut faire le lien entre ce qui est en train de se passer au centre-ville de Montréal pour ce qui est de l'anglicisation de la langue d'accueil dans les commerces, puis la présence de ces 75 000 étudiants internationaux qui sont inscrits à McGill, à Concordia, à Dawson, donc à Vanier, dans le collège Matrix, etc., à Erskine, dans le collège La Salle. Donc, ces gens-là sont en train de faire basculer toute l'île de Montréal vers une anglicisation accélérée. Est-ce qu'on peut dire que ces étudiants internationaux, sans aller dans le détail, on peut dire qu'il y a plusieurs programmes qui font en sorte que les étudiants viennent ici dans l'espoir d'obtenir rapidement une citoyenneté en passant par les différents programmes donc favorables aux étudiants internationaux, soit pour le cégep, soit par l'université? Oui, tout à fait. C'était vraiment la question que je voulais explorer dans ce livre-là. C'était, comment se fait-il que nous soyons passés de 2000 à 13 000 étudiants indiens dans les collèges privés non subventionnés en 4 ans? Comment ça se peut? Dont celui de Matane, je me permets de le rappeler. Oui, celui de Matane, c'est autre chose. Là, je parle seulement, les étudiants indiens ne sont pas à Matane. D'accord, oui, bien sûr. À Matane, il y a surtout des Français. Donc, je voulais comprendre, mais qu'est-ce qui peut conduire autant d'Indiens à venir étudier au Québec et 2, à payer les frais de scolarité dans ces institutions-là? En moyenne, c'est 25 000 $ par année. Donc, qu'est-ce qui peut conduire ça? Qu'est-ce qui peut motiver et expliquer ça? Donc, c'est vraiment la question qui m'a obsédé, que j'ai voulu explorer. Puis donc, je me suis rendu compte que ce qui se passe, c'est que le gouvernement du Canada a restructuré le système d'immigration dans les dernières années. Donc, depuis les années 2014 environ, il y a eu une refonte complète du système d'immigration canadien. Donc, le Canada est passé d'un système qu'on appelle à une étape à un système à 2 étapes. C'est-à-dire que le système à une étape, l'ancien système d'immigration, c'est un système où on sélectionne les immigrants directement à l'étranger. Donc, les gens déposent des dossiers puis sont sélectionnés avec une grille. Puis là, on va les accepter ou non, dépendant de leurs caractéristiques. Donc, ça, c'est l'ancien système, si on veut, qui existe encore, mais qui est en train de tranquillement laisser sa place au système à 2 étapes, qui est un système où, là, on reçoit des immigrants temporaires, donc des travailleurs ou des étudiants.
internationaux qui ont des permis temporaires. Et après ça, une fois qu'ils ont travaillé quelques années ou qu'ils ont fait un diplôme, ils sont éligibles à certains programmes d'immigration. Donc, c'est le système en 2 étapes. La première étape, c'est qu'ils viennent sur place en tant que temporaire et après ça, ils convertissent leur statut en permanent. Donc, le Canada a mis en place des mécanismes pour favoriser cette conversion de temporaire à permanent dans les dernières années. Puis là, on est rendu à ce que environ la moitié des immigrants permanents sont d'anciens immigrants temporaires. Puis, le Québec a suivi ça. Donc, le Québec a mis sur pied le programme de l'expérience québécoise dont on a entendu parler il y a une année ou deux. Donc, on se rappelle que M. Simon-Jolin Barrette avait essayé de réformer ce programme-là. Ça, c'est le programme qui donne accès à l'immigration permanente aux étudiants internationaux puis aux travailleurs qui ont des permis temporaires. Puis, c'est devenu un canal extrêmement important pour l'immigration permanente. Donc, ce qui se passe, c'est que le Québec, en fait, reçoit une partie importante de ses futurs immigrants permanents. Elle les reçoit en tant que travailleurs temporaires et étudiants internationaux. Puis quand on comprend que les immigrants, les travailleurs temporaires travaillent majoritairement en anglais au Québec, les étudiants internationaux sont aussi inscrits massivement dans les institutions anglophones. Ce qui se passe, c'est que le Québec accueille sa future immigration, fait accueillir sa future immigration par la communauté anglophone, les socialise en anglais, puis après ça, les transforme en immigrants permanents, puis prétend les franciser par après en leur offrant des cours de français gratuits. Mais ces immigrants-là sont déjà en bonne partie intégrés et socialisés dans la communauté anglophone. Ça, c'est nouveau. C'était pas le cas avant. Donc, ce que ça annonce pour l'avenir, à mon avis, c'est un recul brutal du français à Montréal. C'est-à-dire que les immigrants qu'on va sélectionner vont pouvoir démontrer une certaine connaissance du français, mais leur langue première, leur langue d'intégration ne sera pas le français. Donc, notre politique de sélection des immigrants est complètement, n'a pas suivi le tournant imposé par Ottawa, donc le passage d'une étape à 2 étapes, on n'a pas suivi ça. Puis nous autres, ce qu'on continue à faire, c'est exiger une connaissance du français. Là, parfois c'est optionnel. Alors que ce qu'on devrait faire, c'est exiger l'usage du français, c'est-à-dire qu'on devrait admettre seulement des immigrants qui ont étudié, qui ont fait des diplômes en français. Moi, ça me semble évident. Donc, les étudiants qui vont s'inscrire à Concordia, McGill, Dawson, etc., ne devraient pas être éligibles au programme de l'expérience québécoise. Alors là, ce que vous nous dites, c'est absolument essentiel. C'est que globalement, le gouvernement du Québec ne maîtrise pas ou ne connaît pas la politique d'immigration qu'il applique en quelque sorte. Il n'est pas véritablement conscient des mécanismes de l'immigration et de la francisation qui l'accompagne au Québec aujourd'hui. Oui, moi ce que je pense, c'est que la compréhension de ce qui est en train de se dérouler échappe au gouvernement du Québec. On l'a vu avec la réponse de la ministre McCann au scandale des collèges privés. Ce que la ministre McCann a dit, ils ont fait une enquête qui est sous-scellée, donc j'ai pas pu avoir accès aux documents. Il y a une partie qui a coulé dans les médias, mais c'est tout. Ce que la ministre McCann a dit, c'est que nous réfléchissons à possiblement intégrer des notions de français dans les parcours d'études. Moi, je trouve ça hallucinant comme réponse parce que pour moi, c'est évident que les collèges privés qui servent de conduit à l'immigration devraient tout simplement être fermés. On devrait leur retirer leur permis. Ça aurait dû être la réaction immédiate du gouvernement du Québec. Mais à place de ça, ce qu'on dit, c'est qu'on va continuer à leur offrir des programmes en anglais, on va possiblement intégrer des notions de français pour qu'ils puissent passer l'examen, autrement dit, de connaissance du français, puis après ça, on va les admettre comme immigrants. C'est complètement une situation démente, en fait. Donc, je pense que le gouvernement du Québec ne comprend pas ce qui se passe. Puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué en écrivant mon livre, c'est que l'immigration temporaire, par exemple, c'est du ressort d'Ottawa exclusivement. Donc, c'est Ottawa qui sélectionne et admet les immigrants temporaires. Le Québec n'a aucun pouvoir. Tout ce que le Québec a comme pouvoir, c'est
celui d'acquiescer à la présence de l'immigrant temporaire. Donc, il n'y a aucun pouvoir de sélection. Puis donc, c'est Ottawa qui fournit au Québec les chiffres sur la connaissance du français ou non des immigrants temporaires et aussi sur leur présence, donc le nombre de permis. Puis, on se rend compte que quand on fouille dans les données, il y a des discordances majeures dans les données. Par exemple, l'Institut de la statistique du Québec, si on regarde leurs données sur l'immigration temporaire, on se rend compte que le chiffre qu'ils ont pour 2020 est 43 000 plus élevé que celui du ministère de l'Immigration. Donc, à mon avis, le gouvernement du Québec ne sait même pas il y a combien d'immigrants temporaires à tout moment sur son territoire. Puis la discordance, là, c'est il le sait pas à plus ou moins 40% des effectifs près, ce qui est complètement hallucinant. Là. Alors, je me permets d'évoquer une scène qui date d'il y a peut-être 1 an et demi, quand il y a eu la tentative justement de réformer ce programme. On a eu une forme de chantage médiatique émotionnel fort. On nous disait qu'on avait brisé la vie d'étudiants qui avaient choisi le Québec et qui avaient véritablement, à travers ces différents programmes, ils nous avaient rejoints avec la promesse de devenir citoyens ensuite, avec la promesse de pouvoir s'installer ici. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, le gouvernement du Québec s'est laissé véritablement bluffer par une forme de campagne de chantage médiatique et qui comprenait tout simplement pas ce qui lui arrivait? Ouais, à mon avis, c'est ça qui s'est passé. Donc, le gouvernement a reculé en grande partie sur la réforme pour des raisons, de mauvaises raisons, à mon avis. Mais c'est plus profond que ça. Donc, si on regarde ce que M. Jean Barrette essayait de faire, moi, ce que je pense, c'est que sa réforme en soi manquait grandement d'audace et était mal avisée, dans le fond. Parce que ce qu'il aurait dû faire, à mon avis, c'est de dire, bon, là, seulement les étudiants qui ont terminé des programmes d'études en français, ça, c'est pas en lien avec l'université, là. Ça peut être quelqu'un qui est à McGill en littérature française, serait éligible. Donc, seulement les gens qui ont terminé des diplômes en langue française au Québec sont éligibles au programme de l'expérience québécoise. Donc, ces gens-là sont socialisés en français, sont intégrés au Québec français. Ce sont ces gens-là qu'on veut comme immigrants. Ça a toujours été la politique d'immigration du Québec. Donc, dès les années 70, le Québec a commencé à sélectionner des immigrants francotropes, donc des gens qui étaient déjà francisés ou intégrés dans un milieu de langue française à l'étranger. Donc, ça, historiquement, faire ça, donc une réforme du PEC, du programme de l'expérience québécoise, selon cette directive-là, ça aurait permis de rabouter avec la sélection historique de l'immigration. Mais le gouvernement du Québec n'a pas fait ça. Il a dit, bon, on va sélectionner des métiers, puis tout ce qu'on exige, c'est une connaissance du français. Donc, autrement dit, vous allez à Concordia, vous étudiez en anglais, vous êtes intégré en anglais, vous prenez un cours de français ou 2 ou 3, puis vous réussissez à passer l'examen, puis voilà, vous êtes éligible comme immigrant. Donc, à mon avis, la réforme était mal pensée et mal avisée, puis elle s'est brisée sur les écueils médiatiques. On se rappelle que le cégep de Matane était au premier rang des protestataires. Puis au cégep de Matane, il y a à peu près la moitié des étudiants qui sont des étudiants internationaux. Puis ce sont surtout des Français ou des francotropes. Donc, à mon avis, la venue d'immigrants internationaux de langue française ou francotrope est une bonne chose. Donc, pour un cégep régional comme Matane, c'est parfait. Donc, il fallait pas remettre ça en question. Il fallait le remettre en question pour les institutions de langue anglaise. Mais le gouvernement, soit ne comprend pas ce qui se passe, soit n'ose pas, n'a pas d'audace et il manque de courage, finalement. Alors, on se rapproche de la fin de notre entretien. Vous écrivez une phrase terrible dans le livre. On a souvent dit, c'est une formule qui revient dans la société québécoise, c'est l'assimilation pourrait nous rattraper un jour on risque de se faire assimiler. Et vous nous dites dans votre livre, non, l'assimilation ne va pas arriver, l'assimilation est commencée. Je vous comprends bien? Oui, tout à fait. Ça, c'est Charles Castonguay qui a trouvé ça à partir des données de recensement de 2011 et 2016. Il a trouvé que l'assimilation des jeunes francophones à Montréal, donc des jeunes de 25 à 44 ans, avait doublé de 2006 à 2016.
Donc, c'est passé de 3 à 6 % des effectifs. On a toujours pensé au Québec que l'assimilation, c'est quelque chose qui pourrait se produire dans l'avenir. C'est une menace lointaine, qui existe, mais qui est lointaine. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que l'assimilation des francophones à Montréal a débuté. Je pense que là, ça revient à la phrase à l'idée de la permanence tranquille du Québec, donc qui a été théorisée par Pierre Vadeboncoeur et Jacques Beauchemin. C'est l'idée que le Québec est éternel, le Québec serait éternel. Donc, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui se passe, en fait, on n'aurait pas besoin d'agir puis de s'inscrire dans l'histoire ou de passer à l'offensive parce que le Québec est éternel. Donc, dans la psyché québécoise, il y a cette idée-là qui est très, très prégnante. Puis moi, je pense que c'est une illusion qui va peut-être signer notre arrêt de mort parce que le Québec n'est pas éternel. Puis l'illusion de la permanence est une illusion. Je pense que toute discussion sur le libre choix aujourd'hui devrait partir de la constatation que l'assimilation des francophones est en cours à Montréal. Donc, ça, c'est le point de départ de toute discussion sérieuse. Donc, prétendre qu'on peut continuer à offrir le libre choix dans le contexte où les francophones se font assimiler à Montréal. Là, on parle des francophones, mais les allophones aussi se font assimiler massivement à la communauté anglophone. Donc, dans ce contexte-là, à mon avis, c'est une politique suicidaire que de continuer à offrir le libre choix. Puis, j'aimerais dire que en déposant le projet de loi 96, donc M. Legault a traité donc les opposants au libre choix, donc ceux qui veulent imposer la loi 101 cégep, il les a traités d'extrémistes. Donc, à mon avis, ça a été une phrase malheureuse et malhabile, parce qu'à mon avis, l'extrémisme aujourd'hui, si on peut qualifier ça ainsi, c'est ceux qui persistent à offrir le libre choix dans un contexte où l'avenir qui nous est réservé à Montréal, c'est celui d'une assimilation débutée et croissante. Dernière question. Est-ce qu'on peut dire que sans le cégep français, toute mesure ou toute volonté, tout programme, tout désir de renverser la tendance est condamné à échouer? Autrement dit, est-ce qu'on peut imaginer un avenir sous le signe d'un Français qui reprend sa place, d'un Français conquérant, d'un Français qui redevient la norme commune sans le cégep français? À mon avis, non. C'est vraiment la première étape dans la remise en place du français au centre du jeu au Québec. Parce que ce qu'on fait, dans le fond, en offrant le libre choix, c'est qu'on vient contredire l'ensemble des autres politiques gouvernementales. Donc, on vient miner le statut du français comme langue officielle à très grande échelle. Donc, tant qu'on fera pas la loi 101 au cégep, puis moi, je suis de l'avis de M. Rocher, il faut la faire au baccalauréat aussi. Donc, il faut éviter d'avoir un autre débat pendant 20 ans sur la loi 101 à l'université. Moi, je pense qu'il faut faire les deux d'un coup. C'est la loi 101 au post-secondaire, donc au cégep à l'université. Faisons-le tout de suite. Tant qu'on n'osera pas faire ça, en fait, on se condamne à la minorisation chez nous. Pour moi, c'est très, très clair. Sur ces propos qui sont à la fois un appel à l'action et d'une lucidité cruelle, Frédéric Lacroix, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un libre choix, Cégep anglais étudiants internationaux, détournement, anglicisation et fraude au mouvement Québec français, et le titre de votre autre livre qui a véritablement marqué le débat public, Pourquoi la loi 101 est un échec, c'est paru aux éditions du Boréal. Frédéric Lacroix, encore une fois, merci. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.